ceux que j'ai pu blesser dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ce n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Si bien que le laïcard que je suis a fait se lever toute une salle au moment où on m'a remis un diplôme en Argentine en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine. Et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les deux bonnes sœurs en pensant que peut-être ça me vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes et le combat extraordinaire qu'ils ont mené. Dans cet échange, Jean-Luc Mélenchon développe une conception exigeante de la liberté républicaine, une liberté absolue dans le droit, mais strictement encadrée dans l'exercice des fonctions publiques. L'exemple de l'IVG n'est pas anodin. Il rappelle une distinction essentielle entre la liberté individuelle, personne n'est obligé d'avorter, et l'obligation collective de garantir un droit quand la loi l'autorise. La clause de conscience devient alors, à ses yeux, une zone de friction. Compréhensible moralement, mais potentiellement dangereuse politiquement si elle s'étend à d'autres domaines. On retrouve ici une tension bien connue chez Raymond Aron: une démocratie libérale peut tolérer toutes les convictions, mais ne peut accepter qu'elles entravent la liberté des autres. Mélenchon inscrit cette réflexion dans une lecture historique de la laïcité, rappelant que toutes les religions ont, à un moment, résisté à la République. Le cœur du propos n'est donc pas religieux, mais institutionnel, empêcher que des convictions particulières se transforment en pouvoir politique déguisé. Et derrière cette position, une question demeure: comment garantir la neutralité de l'État sans glisser vers la suspicion permanente, et sans affaiblir les libertés qu'on prétend défendre ? Qui grandit l'idée qu'on se fait de la France, puisqu'ils en sont morts. Ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. Alors, ce que j'ai jugé bon de faire concernant le christianisme, et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans, mais dans un autre contexte. Car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécution, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi. Ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein. Et ça y va, et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit: il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Ah là là. Ça me rappelle le président de Rugy, qui a été président de cette assemblée. Au début que nous voici constitués en groupe d'insoumis, mes camarades, à la demande des femmes de notre groupe, décident que l'on ne porterait plus de cravate. Moi, pour un bon mot, j'y cède. Parce que après les sans-culottes, qu'il y ait des sans-cravates, ça me réjouissait. Nous voici donc sans cravate. Et au bureau de l'Assemblée, un collègue, je ne sais plus lequel, ou si je me rappelle, je ne vous dirai pas lequel, je ne vais pas me moquer de lui, dit: alors il faut avoir une tenue décente, vous allez mettre une cravate et même des chaussettes. Des chaussettes? Oui, certains de vos collègues n'ont pas de chaussettes. Bon, alors je connais quand même de Rugy depuis un moment, je lui dis: écoute, si vous votez qu'on doit mettre des chaussettes et des cravates, on les mettra. Mais je vais te dire une chose. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand tu vas nous expliquer ce qu'est une tenue décente pour une femme. Et de Rugy, qui est quand même quelqu'un d'intelligence, s'énerve et dit: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, il y en a marre. Et donc, on n'a plus parlé ni de chaussettes, ni de cravates dans ce... Elle a le même problème. Tiens, ça tombe sur les femmes. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Alors j'ai pensé en effet, comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas, il fallait avoir un foulard sur la tête. Donc tout le monde portait un foulard. Voici que maintenant les musulmans en portent, les musulmanes, et vous dites comme un signal. Bon, je ne vais pas contester que certaines personnes portent un foulard comme un signal religieux de leur appartenance à la religion musulmane. Il y a des Français qui portent des croix très visibles, y compris des collègues à qui il a fallu les faire retirer, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien, à nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. C'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.